C'est pareil, quoi. C'est pas. c'est- Tu vis pas dans un village, quoi. Tu vis dans un supermarché, quoi. C'est une des forteresses les mieux conservées d'Europe. Un incroyable décor de contes de fées classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La cité de Carcassonne fascine. C'est un des sites les plus visités de France, juste derrière le Mont-Saint-Michel, avec plus de 2 millions de touristes chaque année. Une place forte imprenable dans laquelle les commerçants sont les seigneurs et les vacanciers, leur sujet. Cette vieille dame conserve précieusement entre ses murs 2500 ans d'histoire, de conquête, mais aussi de drames humains terrifiants. Allez les hérétiques, le ciel est avec nous. Jean-Louis connaît tous les endroits les plus secrets de la citadelle. Il reste encore un pilier auquel on retenait les prisonniers attachés par des chaînes. Chaque jour que Dieu fait, ce guide passionné défend avec force et conviction la mémoire des cathares, ces chrétiens persécutés par l'Église catholique. Ah ben, c'est la seule visite où à la fin on n'a pas froid, on finit sur le bûcher. Quand il était petit, Adrien rêvait de rentrer dans l'hôtel de la cité. Aujourd'hui, c'est lui qui en a les clés. Ce palace chargé d'histoire a vu défiler en un siècle les plus importantes personnalités de la planète. C'était une halte importante entre la Côte d'Azur et l'Aquitaine et Bordeaux. I'm back in a minute, okay? For your order. Anouk et son mari possèdent le plus ancien café de la cité. Personnellement, je m'entends avec personne parce que je suis pour la concurrence quand elle est loyale et ça fait des années qu'elle l'est plus. Sur la place Marcoux, la guerre des terrasses est déclarée. Le monsieur là, si la police passe, ça va me coûter 750 €. Tout le monde a franchi la ligne blanche. Maintenant, on attend les sanctions. Je continue, à tout à l'heure. Daniel est le plus ancien bagagiste de l'hôtel de la cité. Le plus précis aussi. 25 ans qu'il slalome à travers la foule sans aucun accrochage. Voilà, merci. On va pousser ma main un petit peu, voilà, merci. Guy et ses copains ont grandi entre les remparts, quand la cité était encore un village. Mais c'était le rêve. On a eu une enfance plus que dorée, nous, ici. On n'avait pas d'argent, on n'avait rien, mais on était heureux quand même. Un drôle de convoi se dirige vers la cité. Chers tour opérateurs, bienvenue à Carcassonne. Comme vous le savez, Carcassonne est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est un des lieux les plus célèbres pour le Languedoc-Roussillon. Et vous allez manger du cassoulet. Je le fais en français aussi parce que nous avons des Russes très francophiles, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Et oui. Oui. Et nous avons même des franco-américaines. Exemple, Anne-France Stevenson. Exactement. Exactement. Alors, le exactement. De Los Angeles. De Los Angeles. Alors, ça ne s'invente pas, ça. Et nous avons des real American also, aussi. Non. Non, qui est allemande. Allemande. Allemande, voilà, c'est pour trembler le jeu. Et vous, vous êtes... Dans ce minibus haut de gamme, des tour opérateurs étrangers viennent découvrir Carcassonne. Ils sont reçus comme des chefs d'État. Nous sommes très importants. Oui. Cette opération exceptionnelle s'appelle un éductour. Pour les accueillir, Myriam, qui représente la région, et Sarah, de l'Office du tourisme. Elles partagent le même objectif, séduire ces tours opérateurs pour qu'ils fassent venir dans la cité
une nouvelle clientèle étrangère dans les mois prochains. Et pour leur souhaiter la bienvenue, Dame Carcasse, une princesse qui aurait donné son nom à Carcassonne. Je vais vous raconter la légende de Dame Carcasse. Charlemagne serait arrivé à Carcassonne pour prendre la cité. Et Dame Carcasse, alors princesse, trouva une ruse afin de défendre la citadelle. Elle fabriqua de faux soldats qu'elle plaça dans chacune des tours. Et Dame Carcasse trouva une autre astuce pour convaincre Charlemagne qu'il devait abandonner le siège de la cité. Elle prit le dernier cochon, elle l'engraissa avec les dernières réserves de blé. Puis elle le lança par-dessus les remparts. Quand Charlemagne vit ce cochon gavé de blé, il se dit que les assiégés avaient encore beaucoup de nourriture, en plus de leurs nombreux soldats. Il quitta alors le siège. Pour célébrer sa victoire, Dame Carcasse fit sonner les cloches de la cité. Et un des soldats de Charlemagne lui dit « Sire, Dame Carcasse sonne !» Et le nom de la ville de Carcassonne viendrait de cette légende. Myriam prend la température du côté de la Russie, un des pays les plus importants pour le tourisme français. Non, alors Carcassonne a une belle résonance sur le marché russe. Ça commence, oui. Et vous là, donc l'objectif pour les 7 tours opérateurs qui viennent visiter aujourd'hui, c'est de courir. C'est de, de mieux connaître et de programmer peut-être derrière. D'accord. Ces tours opérateurs parcourent la planète toute l'année. Il faut donc sortir le grand jeu pour les impressionner. Pourquoi nous arrêtons-nous ici? C'est pour que vous compreniez que Carcassonne fait penser à un livre de pierre. Ici, vous êtes juste en face de la montagne Noire et vous avez les Pyrénées de l'autre côté. On est situé sur une position stratégique qui était vraiment importante durant la période romaine. Pourquoi les remparts ont-ils été construits à la fin du IIIe siècle et au début du IVe siècle? Parce qu'à cette époque, les barbares voulaient envahir tout le continent et donc les Romains voulaient se protéger. Mais ici, vous n'avez pas seulement des constructions du Moyen-Âge. Vous avez la période romaine, le Moyen-Âge, la Restauration. Dans le château que vous allez visiter, nous parlerons du XIVe siècle, mais aussi de la Renaissance. C'est pour cela que Carcassonne est si intéressante pour les amateurs d'histoire et d'architecture. Pour le convaincre que c'est vrai que, bon, mais de la vérité, hein, que Carcassonne, c'est une ville quand même à part complètement. C'est un monument qui ne date pas d'une seule époque, mais c'est un monument qui regroupe donc plus de 25 siècles d'histoire. Et ça, c'est très important hein, pour les Brésiliens, les Américains, pour, voilà, c'est vraiment, ça fait rêver. La cité de Carcassonne a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997. Elle fait désormais partie des grands de ce monde, comme la Statue de la Liberté, le Grand Canyon, le Kremlin ou Notre-Dame de Paris. La plus grande cité fortifiée d'Europe est en mouvement permanent depuis sa réhabilitation au siècle dernier. Elle a bien failli tomber en décrépitude avant qu'un architecte, Eugène Viollet-le-Duc, décide de sauver ces pierres antiques et médiévales. 70 ans de travaux titanesques entre 1848 et 1910. Le château et les remparts appartiennent à l'État. L'homme qui en garde les clés et doit faire en sorte qu'il reste debout s'appelle Jean de Dolin. Il est le conservateur du Centre des Monuments Nationaux. L'hiver dernier, une vaste campagne de restauration sans équivalent depuis Viollet-le-Duc a été lancée. Un programme de 12 millions d'euros étalé sur 5 ans, financé par le ministère de la Culture. On est en train de restaurer la courtine et donc tout le travail des joints pour les pierres. Donc c'est pour nous très important parce que c'est un maintien du patrimoine. Et il ne faut pas oublier que le château et les remparts représentent près de 3 km de remparts. On a à peu près 2 km 700, près de 50 tours.
donc ce qui est énorme, et une nécessité pour nous, disons, en permanence d'entretien et de restauration. Et pourquoi là, par exemple, vous aviez laissé ça, ou c'est un joint qui n'a pas tenu? Guillaume Lefebvre, l'architecte des bâtiments de France, vient régulièrement contrôler ce chantier, pas tout à fait comme les autres. Vous avez changé quoi comme pierre, alors vous avez changé Oh, ici alors, ça c'est du neuf, ouais. Ça aussi, oui. Ça aussi, ça, oui. Ça. Une bonne restauration, c'est une restauration qui ne se voit pas. Alors. Donc si personne remarque, c'est bien. Exactement. Et on a bien les mêmes nuances de gris et d'ocre. Hein. Ce qui trouble Guillaume, c'est l'épaisseur des joints. Il craint que l'on ne remarque plus l'alignement des pierres en fonction de la lumière. Qu'est-ce que ça ferait si on faisait des joints moins épais? Un peu plus creux. Hein. Ouais, un peu plus creux. Un peu plus creux. Ah, mais vous ne pouvez pas essayer? Non, mais pour là, la on ne peut prochaine pas fois. gratter. Sinon gratter. Pour voir. Ah, non, c'est pas. Moi, sur le fond, je trouve que c'est plus intéressant quand même de voir les pierres que de voir trop de joints. Malheureusement, ils vont quand même reprendre 20% de leurs joints, sachant qu'ils ne protestent pas parce qu'on est vraiment dans une logique d'excellence. Encore une fois, on est là pour la durée. Le château Comtal reçoit 500 000 visiteurs chaque année. C'est un des monuments nationaux les plus rentables de l'Hexagone. Jean de Dolin a toujours de nouvelles idées pour attirer de plus en plus de monde. Le projet qui lui tient à cœur, c'est d'ouvrir au public dans les prochaines années un lieu chargé d'histoire, situé sous la cour d'honneur. Donc je vous emmène voir les souterrains, puisqu'on vient voir une mosaïque qui date du IIIe siècle. Nous avons l'emplacement de ce que devait être une villa romaine. On voit très bien l'emplacement de ces mosaïques que l'on retrouve notamment en Afrique du Nord à la même époque. Donc nous sommes au cœur vraiment de l'implantation de l'époque, donc du IIIe siècle. Et puis vous voyez donc par les murs qui sont sur les côtés, petit à petit la construction progressive de ce qu'a été, disons, le site du château. On est au cœur de la maison, on est au cœur de cette cité, et c'est toujours émouvant d'être dans un endroit où il y a eu les premières implantations humaines, disons, de ces époques-là, et qui ont bâti, qui ont construit quelque chose et qui ont laissé une trace. La cité réserve bien d'autres trésors, de lieux secrets que Jean de Dolin nous propose de découvrir. Je vais vous emmener voir les réserves que l'on ne voit jamais. Derrière cette porte, des dizaines d'éléments de décoration du XIIIe siècle de la cathédrale de la Cité, aujourd'hui devenue basilique. Là, nous sommes dans une partie que nous ne présentons pas au public, mais qui est éminemment intéressante, justement, parce qu'on est au cœur de l'histoire, et vous avez des sculptures comme ce personnage, cette Vierge ou cet ange, qui est vraiment très très beau et remarquable, un travail du XIIIe, XIVe siècle. Juste à côté de cette réserve, un autre lieu chargé d'histoire. Ah oui. Après 10 années passées à Londres, Adrien est de retour à Carcassonne. L'enfant du pays a grandi juste à côté de l'hôtel de la Cité, le palace 5 étoiles, célèbre dans le monde entier. L'hôtel de la Cité, ça a toujours été une fascination, parce que c'était vraiment l'endroit pour les élites, l'endroit où on ne va pas, où on ne rentre pas comme ça. Mais donc j'avais un jardin qui était là et j'envoyais souvent mes ballons ici. Et donc il fallait passer par-dessus le mur ou aller toquer à l'hôtel pour pouvoir récupérer son ballon. Et donc ça permettait de rentrer un peu dans l'hôtel. Voilà. Il y a 2 ans, sa famille a racheté l'établissement. Et Adrien s'est retrouvé à la tête de ce symbole du luxe et du raffinement qui le faisait tellement rêver lorsqu'il était petit. Ça m'a fait beaucoup avant. Les nuits précédentes ont été assez dures. Après, j'ai bien dormi parce que les journées étaient bien remplies.
Parcourir l'intérieur de ce 5 étoiles est un privilège réservé aux personnalités les plus fortunées et les plus célèbres de la planète. Dans ces 2 livres d'or soigneusement conservés, un siècle d'histoire vient de s'écrire. Alors on va les ouvrir, on va le feuilleter, vous montrer quelques-unes des autographes. Donc premier de 1913 jusqu'à 1996. Et déjà des clients de New York. Donc l'attrait de la cité à travers le monde. La perle des hôtels dans la perle des cités, septembre 1913. Là, on a Rudyard Kipling. Il a écrit plus de livres qu'il n'a laissé dans le livre d'or. Colette. Donc, très bellement. Après tant d'hôtels, en fait un chez moi. Winston Churchill. The Wonderful Fortress. Fernandel comique à froid. Un des hôtels les meilleurs que je connaisse, un accueil charmant. Quant à la chair, elle est exquise. On y reviendra. Le 14 février, donc pour la Saint-Valentin 1935. Chevalier Walt Disney, qui a séjourné à la cité. Ici. Il se dit qu'il s'en est inspiré dans la cité médiévale donc pour le château de la Belle au Dormant. C'était une halte importante entre la Côte d'Azur et l'Aquitaine, et Bordeaux. Donc les gens s'arrêtaient, à cette époque-là on ne prenait pas de jet privé ou d'avion, donc on se promenait en voiture, on se déplaçait en voiture, donc c'était une halte parfaite entre les deux. Un peu caché, au fond du jardin, les vestiges d'un garage qui permettait aux aventuriers de faire soigner leur automobile avant de reprendre la route. Sur le mur, il y a encore une ancienne pompe à essence, on appelle ça une pompe à essence, parce qu'à l'époque, dans les années 20, il y avait tout un service comme un garage avec la remise à niveau de l'huile, de l'eau dans les véhicules, gonfler les pneus, ça faisait partie du service d'un hôtel 5 étoiles. Voilà. La plus belle suite de l'hôtel, celle qui ravit les riches Européens et les stars, se trouve derrière cette porte. Jusqu'à 1000 € la nuit. Donc ça fait partie des chambres dites classiques, un peu style 3e Empire, qui rappellent l'époque de la restauration de la cité médiévale par Viollet-le-Duc, donc fin 19e siècle. C'est dans cette chambre, notamment avec la chambre d'à côté, qui était le studio d'enregistrement de Stéphane Echer, qui est resté dans l'hôtel pas mal de temps pour l'enregistrement de son album Carcassonne, sorti en 1993. La particularité de cette chambre, c'est la terrasse. Une terrasse de presque 40 mètres carrés. Un des derniers chanteurs connus à avoir séjourné dans cette chambre est Johnny Hallyday, au mois de juillet l'année dernière. Mais la véritable vedette de la cité est née ici, en 1946. Voilà les colis. Merci pour les colis. Chaque matin, depuis qu'il est tout gamin, Guy ouvre le magasin de la famille. Sésame, 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 ouvre-toi. Une nouvelle journée qui commence. Bonjour. Tu vas bien? Non. Ah. Chaque chose a sa place, et chaque place a sa chose. Et voilà le principal. On va faire sécher le linge. En été, ça marche mieux qu'en hiver. Ça, c'est l'emblème. Le pays occitan. Je sors et je finis. Et j'y suis né, j'ai toujours travaillé là. Pas quand j'étais comme ça, mais fait depuis toujours. Depuis la nuit des temps pour moi. C'est extraordinaire ça. Ça fait des centaines d'années que ça existe, mais ça se vend toujours. C'est kitsch. Même des tours Eiffel, nous vendons. Des tours Eiffel à la cité de Carcassonne. Ça, c'est pour les Japonais qui ont oublié d'acheter à Paris.
Ah non, là, l'idée, c'est que Carcassonne. Hein. Ah, il n'y a pas Paris, parce que sinon, il nous faudrait une boutique 10 fois plus grande. C'est une manière de prier pour nous. S'il n'y en avait pas ça, je crois que ce serait triste. Hein. Quand les gens se promènent, ils se promènent. Hein. Quand il fait beau, ils vont partout. Hein. Quand ils repèrent quelque chose, bon, ils y reviennent. Mais comme on vend tous la même chose, ils ne savent plus où c'est qu'ils ont vu ce qui leur plaisait. Alors ça fait qu'ils achètent n'importe où. Depuis 67 ans, c'est toujours pareil. Hein. Et voilà. L'inscription au patrimoine mondial a valu à la cité un développement fulgurant de sa fréquentation touristique dans les années 2000. En 20 ans, la forteresse s'est métamorphosée. Toute une économie s'est mise en place. Plus de 2 millions de personnes franchissent le pont-levis chaque année. Des touristes qui dépensent une petite fortune entre les remparts. Le chiffre d'affaires de la citadelle est estimé à 46 millions d'euros pour la seule saison d'été. L'appât du gain de commerçants en tout genre venus chercher fortune et la gourmandise de certains propriétaires ont donc fini par dénaturer ce qui ressemblait encore à un village il y a quelques décennies. Il y avait 800 habitants dans la cité. Ils sont 49 aujourd'hui. Il y avait une école, un boulanger, un boucher, une épicerie. Il y a à la place des dizaines de boutiques de souvenirs, d'armures en plastique et de restaurants. Les garages des maisons se sont presque tous transformés en commerce et se louent jusqu'à 6 000 € par mois, le temps d'une saison. Là, à partir d'ici, nous sommes chez nous. Voilà. Guy et ses copains, Antoine et Gérard, sont des citadins, des vrais. Être citadin, c'est être né dans la cité et y avoir grandi. Même si aujourd'hui ils n'y habitent plus, les trois amis aiment se souvenir des plus beaux jours de leur existence. Tu vois, cette tour-là, quand ils ont refait la toiture, ils l'ont refaite la toiture, là, à cheval, sur la tour, on était là-haut, on écoutait le Tour de France avec un transistor. Et au milieu, il y a un trou. Alors, si tu glisses dans le trou, tu prends les étages. Il y en a un qui est tombé. Mais il s'est pas fait mal, il s'est cassé que le coude. Là c'était notre terrain de jeu. Parler dans les années 60, un gamin qui a 14 ans, 13 ans, parce qu'on n'était pas en avance comme maintenant, dans une fortification comme ça. Mais c'était le rêve. On a eu une enfance plus que dorée, nous, ici. On n'avait pas d'argent, on n'avait rien, mais on était heureux quand même. Et alors, contrairement à ce qu'on pense, on joue au cow-boy aux Indiens. Mais on n'a jamais joué au chevalier, avec la dame de compagnie, ni rien. Hein. Pourquoi on joue au cow-boy aux Indiens là-dedans hein? Et parce que c'était la mode des cow-boys et des Indiens ici. Les habitants de la cité étaient souvent très modestes. Jusqu'à la fin du 19e siècle, il y avait des maisons entre les deux remparts. Cet espace que l'on appelle les lices. Le grand-père de Guy y a vécu jusqu'en 1880. Les conditions de vie y étaient extrêmement difficiles. Les hivers glaciaux. Viollet-le-Duc rasera toutes ces maisons lors de la Grande Restauration, mais cette image de pauvreté et de misère collera longtemps à la peau des citadins. Avant, la ville c'était les riches, et ici, c'était les pauvres de Carcassonne, disons. Maintenant, c'est le contraire. Maintenant c'est la jalousie qui l'emporte sur tout ça. C'est parce que les gens d'en bas, maintenant, ils se disent et ils voudraient être d'en haut. Alors qu'avant, quand on était d'en haut, on était dégueu. Tandis que maintenant, quand on est d'en haut, on est un peu plus respectable. Voilà. Quand tu vois les autres en bas, là, qui sont tout petits, regarde comme nous, on est grands. Non, mais c'est vrai. De quoi on faisait le complexe de supériorité. Regarde les minus, là. On était cons, hein. On était cons. Pourquoi Alors, tu vois ce qu'on faisait? On prenait des gros cailloux, des cailloux qui faisaient à peu près, je sais pas moi, une 7-8 kilos. On le prenait, on le mettait là, on le jetait, et bam! Et ce caillou, il venait tomber sur le poulailler en face, là-bas. Voilà. Le gars qui habitait en bas, on se vengeait sur lui parce qu'il était premier à l'école ou second ou un truc comme ça. Et on allait lui tuer le poulet là. Alors là, c'était les cuisines de l'hôtel. Donc il y avait beaucoup d'habitants de la cité qui travaillaient avec l'hôtel.
Et nous, bien souvent, on venait voir les cuisiniers, bon, enfin, on chahutait un peu à travers les fenêtres. Vous étiez un peu des voyous, quoi. Vous étiez un peu des voyous, des gentils voyous. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit vous étiez un peu des gentils voyous. Non, des citadins. Non, des citadins. Hein? Un peu voyous, tu crois? Non. Des délinquants, oui. Non, t'es pas voyou. C'était bien d'habiter ici. Ben oui, c'était extraordinaire. Tu n'étais pas devant l'ordinateur en train de pianoter toute la journée, quoi. Tu étais tout le temps dehors, quoi. C'était une grosse famille, le village. Non. Derrière la façade de chaque boutique, de chaque restaurant, c'est l'histoire d'une famille de la cité qui s'est effacée. Il y avait la famille Julien qui habitait là. Bon, c'est notre magasin. Faut regarder. Là, il y avait je ne sais pas combien de familles qui habitaient dans cette maison, là où il y a un magasin au rez-de-chaussée. Là, c'était Adeline Mouron qui habitait là, numéro 3. Au-dessous, c'était la famille Kutanda qui habitait ici. Là, c'était mon oncle. Un jour, il faut franchir le pas, quoi. Se dire, on n'est plus citadin, bon, on l'est dans le cœur, et après, bon, on l'est plus, quoi. Et ouais. Les touristes, qu'est-ce qu'ils cherchent, hein? Les touristes, qu'est-ce qu'ils cherchent? Bah, ils cherchent ça, ils s'en foutent après du reste. Hein. Bon, je veux dire, la plupart des gens, ils ne font jamais le tour de la cité, ils viennent ici, ils picolent un coup. Bon, mais le monde attire le monde. Ici, tout le monde fait le même cassoulet, qui est pas extraordinaire. Hein. Et puis voilà. Et... Ils en veulent, on leur en donne. Hein, oui. Il y avait un restaurant ou deux dans la cité, il y en a 70 ou 80, quoi. Je veux dire, bon. Oui, non, mais c'est pour vous dire, quoi. Et c'est de la haute gastronomie, hein. Ouais. Ça, on peut y aller. Hein. Quand tu regardes les poubelles, c'est des boîtes de conserve. Ça, tu peux le mettre. Seule une poignée de courageux s'obstine à vivre entre les remparts. Juste derrière l'ancienne école, la maison d'enfance d'Antoine est toujours habitée. Et là, c'est un couple de personnes qui sont à la retraite et qui ont acheté cette maison. Bonjour madame. Vous savez, vous connaissez. Et oui, mais le genre... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je peux? Vous me permettez, madame? Oh là 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 là. Ah ouais. Ah. Eh bien, vous savez, là, j'ai... Ouf. Mais oui. Ouf. Il y a des iris. Ah. La lavande, quand elle est fleurie, là, c'est magnifique. Oh là 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 là. Voilà. Ça fait combien de temps que vous n'étiez pas venu ici? Quand est-ce que vous l'avez acheté? En 79. Voilà. Voilà. 79. Depuis, je ne suis pas rentré. Et... Oui, ça, voilà, là, je suis troublé comme une jeune fille. Là. J'ai pas la larme à l'œil, mais pas loin, quoi. Ah ouais. Le temps passe et de petits miracles finissent par arriver. Tous les matins dans la cité, la vie reprend du terrain. L'école maternelle a rouvert ses portes et accueille des enfants qui habitent à l'extérieur des remparts. Tous les jours, les enfants montent ici, ils se disent c'est mon école, mais pour eux c'est toute la cité qui est leur école. Et c'est chargé d'histoire et de sens, effectivement, quand on aborde la culture occitane et les troubadours et l'histoire cathare, voilà, on leur parle de choses qu'ils peuvent concrètement toucher du doigt. Maïs, lu venes escriure le 2013 te pregui? E come l'ha strappat lu venes cerca Rosalie? Va ici. À la Calandreta, on apprend l'occitan aux petits, la langue que l'on parlait dans la région il y a bien longtemps. Maman m'a donné 12 déguisements, mais est-ce juste avec l'humain? D'accord, dit. A 13 manque un quart, en sorti de l'école, en monta din ciutat. Nous arrestarem davant la basilique per dansa la Cochinchine. La plupart sont
À l'école depuis leurs 2 ans, puisque nous pratiquons l'immersion précoce, donc des enfants depuis 2 ans. Donc la langue rentre naturellement. Ils comprennent tout et commencent vraiment à être à l'aise pour parler la langue. L'objectif des calendrettes, c'est la transmission de la culture occitane, donc du patrimoine régional, et comment la transmettre mieux que de la transmettre à des enfants. Chaque année, avant le début de la saison estivale, les commerces et les restaurants se refont une beauté, histoire de se faire remarquer. Ah là, on l'achève. Philippe est un peu inquiet et surtout très fatigué. Je pense pas qu'il y en avait autant quand même. Hein. Dans cette jolie maison, juste en face de l'école, il a ouvert il y a 25 ans un bar à vin. C'est devenu le lieu le plus branché de la cité. C'est ici que se retrouvent l'été les stars du showbiz et la jeunesse dorée de Carcassonne. Il n'a pas fait les choses à moitié, il a tout cassé. Ça progresse doucement, et ça progresse. Assez vite. Disons qu'on doit ouvrir dans une paire de jours, et c'est un peu compliqué. Il y a encore du travail, beaucoup de travail. Tout l'extérieur est à aménager. De là à là, 3,5 cm de pente. Et là-dessous, c'est un ancien puits dessous. Et... Ah non, non, le bouche pas ce puits. C'est le patrimoine de Carcassonne, ça. Ah ouais? Il n'y a pas de pièces. Très tôt ce matin, les dallagistes sont arrivés. Ils ont tiré 80 mètres de tuyaux à travers les remparts. 12 tonnes de béton à l'assaut d'une forteresse imprenable. Heureusement qu'il y a des meurtrières. Maintenant, on n'envoie plus de l'huile comme les gens disaient à l'époque. Maintenant, on envoie du béton par les meurtrières. Voilà. La cité de Carcassonne est importante pour tous les entrepreneurs de Carcassonne. On peut remercier tous les étrangers qui viennent la visiter, tout ça. On a fait pas mal de réalisations de restaurants. Bon, vous voyez, on refait le bar à vin en totalité. Si on n'avait pas un patrimoine comme ça à Carcassonne, ce serait un peu triste. Et après, vous la signez, la dalle, ou quoi? Non, non, je ne pense pas qu'on ne va pas la signer, je pense qu'on va la laisser. Si le propriétaire veut la signer, c'est lui qui la signera à son nom, voilà. Cet après-midi, c'est carnaval à la cité. Les grands de l'école primaire sont venus prêter main forte aux petits, sous les yeux ébahis des touristes étrangers. C'est le carnaval? Oh, c'est chouette! C'est une super parade et les enfants ont l'air de bien s'amuser. Vous saviez qu'il y avait une école ici, dans la cité? À l'intérieur de la cité médiévale? Oui. Ah bon? Waouh! Les enfants ont capturé un braconnier. Ils vont le juger en toute impartialité, sous l'œil bienveillant de leurs instituteurs. S'il est condamné, il sera condamné à être brûlé. Mais le bûcher est déjà prêt. Ah, le bûcher est déjà prêt, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Eh, au cas où. On préfère prévenir que guérir. L'homme est carnaval, c'est Pas dans la région. Ah non, non, ça plaisante pas. Vous savez qu'ici, du temps des Qatars, on en a cramé plus d'un, malheureusement. Hein. Asseyez-vous ici, celles et ceux qui ont pris le billet marqué visite conférence. C'est la visite longue et pénible. Et hérétique un peu. Dans la cour d'honneur du château, Jean-Louis s'apprête à explorer le passé. Ici, on parle de l'histoire des Cathares, on dit du mal des Dominicains, enfin, c'est une visite complète et historique. C'est la seule visite où à la fin on n'a pas froid, on finit sur le bûcher. Jean-Louis va raconter l'histoire des Cathares, ces chrétiens pacifiques qui s'étaient installés dans la région avant d'être persécutés et exterminés par l'Église catholique au XIIIe siècle. Ces chrétiens, on les appelait des Bogomiles en Bulgarie, ça veut dire des amis de Dieu. Ces chrétiens, on les appelait des Fundaïtes en Asie mineure, ça veut dire des porteurs de besace avec l'évangile à l'intérieur. Ces chrétiens, on les appelait peuple chrétien en Grèce, christopolite. On les appelait Christiani en Bosnie, où ils furent l'église dominante pendant 5 siècles.
On les appelle des hérétiques en Périgord dès le XIe siècle, des albigeois dans le Midi, il y en a partout, ou presque. Les cathares sont des chrétiens. Ils étaient une église, celle qui ne tue pas, qui ne persécute personne, celle qui ne ment pas, celle qui subit les supplices, celle qui subit le sort de la brebis face à la méchanceté du loup. C'est un partage. Ce qui me plaît, c'est d'aller à la rencontre des gens, puis faire un peu cette passerelle entre des êtres vivants du passé et des êtres vivants d'aujourd'hui. C'est un peu peut-être élargir le monde quelque part. Et c'est aussi quelque part, on va dire, une justice. On est sur des lieux où des gens ont souffert, ils méritent le respect. Et c'est vrai que se promener dans les lieux où ils ont vécu, c'est leur rendre un peu d'humanité et la partager. En 1233, pour en finir avec le catharisme, le pape Innocent III institua l'Inquisition. Ici, nous rentrons dans la tour dite de l'Inquisition. Mais en fait, ce n'est pas la tour de l'Inquisition, c'est la tour ronde de l'évêque, dans laquelle l'évêque avait son propre cachot. Et je suis persuadé qu'il a fait torturer dans cette tour un pauvre franciscain qui s'appelait Bernat Delicios. Et on va aller à l'endroit où il a été probablement enfermé. Il reste encore un pilier auquel on retenait les prisonniers attachés par des chaînes. Et les chaînes y sont, le pilier toujours. Il est tombé un peu, mais ces lieux existent. Ils sont encore pas toujours visitables, mais nous, on les fait visiter quelques fois. L'Inquisition, c'était pire que la guerre. C'était vraiment une manière de monter le peuple contre lui-même, parce que souvent les biens du dénoncé allaient à son anonyme dénonciateur. Donc l'Inquisition était justement ce tribunal qui faisait que chacun dénonce tout le monde, et l'inquisiteur savait tout de chacun. Ce qui veut dire que devant l'inquisiteur, il fallait faire montre de bonne foi. Et si on dénonçait à son tour, eh bien, on était pardonné à une juste pénitence. On partait 2 ans à Jérusalem, où on vous confisquait vos biens, vous portiez des croix d'infamie cousues sur les vêtements. Mais si vous mentiez, eh bien, l'inquisiteur le sait, et à ce moment-là, on était brûlés vifs. Voilà. Et ça s'est souvent passé ici, au bord de l'Aude, au pied de la cité, ici à Carcassonne. Peut-être que sous vos pieds, il y a un trésor, ou peut-être dans une grange, ou peut-être derrière cette maison. C'est pour le trouver que les Francs voulaient prendre la cité. Du côté des tours opérateurs, les légendes anciennes et l'histoire des cathares semblent opérer une certaine magie. C'est magique, très romantique. Il y a ce mélange de légendes et d'histoires. Et bien sûr, tous ces magasins, ces restaurants. C'est excitant et enivrant. Je n'ai jamais vu un endroit aussi beau auparavant. Tout est sur place, ce n'est pas trop grand, et ça c'est très bien, car les Indiens n'aiment pas devoir marcher beaucoup. C'est tout simplement parfait. Direction l'hôtel de la Cité. Adrien va faire visiter plusieurs chambres au tour opérateur pour qu'ils se fassent une idée. Ils vont faire un maximum de photos qu'ils montreront à leurs clients ou qu'ils utiliseront pour éditer des brochures. On leur avait promis un cassoulet, un vrai. À quelques kilomètres de la citadelle, dans les cuisines de leur château, Jean-Claude et son fils préparent le plat mythique depuis 12 heures, avec amour et poésie. L'incomparable cassoulet. Ils en sont certains. Les tours opérateurs vont se régaler. Ah, ça, si c'est beau. Il chante. Lui, il chante mieux que moi. C'est la cassole qui a donné le nom au plat. Donc, à l'origine, cette cassole allait dans le caisson sous la cheminée et le cassoulet mijotait à longueur de journée. C'est un ragoût de la cuisine française, mais avec une particularité, c'est que c'est un ragoût qui gratine par-dessus. Et c'est la concentration des sucres de toutes les viandes qui sont à l'intérieur et en surface qui donne cette coloration particulière.
C'est pas le cassoulet des boîtes de conserve, quoi. Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, il y a de la poésie, il n'y a pas de mie de pain. Bien sûr, les haricots, les coines, le jambon rance, tout est dedans, quoi. Le plaisir des uns et des autres, c'est de plonger la cuillère et d'aller chercher le morceau qu'il a envie d'aller chercher. Bon, c'est vraiment le partage. C'est l'origine du plat, c'est la famille, le partage et la convivialité. Pour les très grandes occasions, Jean-Claude réunit ses amis de l'Académie universelle du cassoulet. C'est pas une secte? Non, non, aucun problème. Pire que ça. C'est pire. C'est pire, c'est pire. Il commence par arriver au niveau des narines, ça c'est déjà... Ah oui, ça... Et là déjà, vous savez si vous avez affaire à un bon cassoulet. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, je vous demande d'accueillir le dieu de la cuisine occitane, le cassoulet. Comment fait-on le cassoulet avec des haricots? Mais on ne doit pas se tromper, il faut des vrais lingots. Les convives sont enchantés et repartiront avec un diplôme officiel de dégustateur de cassoulet. Même Givary, qui ne mange pourtant pas de viande. C'était végétarien, je peux vous l'assurer. Les citadins ne manquent jamais une occasion de se retrouver. Dans l'ancienne école primaire de la cité, la salle de classe de leur enfance leur est réservée. C'était la salle de classe, oui, là il y avait le poêle qui était sur côté, le tableau était au fond, là il y avait tous les bons élèves près du poêle, et bon, c'était une école comme on le voit dans les livres d'images, quoi, hein, ça n'existe plus, quoi. Ce sont les anciens habitants de la cité, les plus chauvins, les plus ancrés dans la cité, voilà. Ce sont, Brassens disait les imbéciles heureux, hein, je crois. Chaque lundi de Pâques, la tradition veut que l'on partage une omelette aux asperges sauvages entre amis. On a des asperges, on a des lardons, on a des oignons, Voilà, moi, des pâtes à navets. Des patates. Et des patates. En tout, il y a 96 œufs. Juste on crève les œufs. Ça, c'est des vrais, des sauvages, d'aujourd'hui, de ce matin. Et ça, c'est des sauvages, mais d'hier. C'est mieux que la truffe, ça. C'est meilleur que la truffe. Là, on va se régaler avec ça. Hein. Et ça, c'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup d'endroits. Il y en a, ça. Le sauvage. Ah, moi, je surveille. Moi, je suis professeur de cuisine. C'est tout ce qu'il a fait de sa vie, surveiller. Merci, Robert. Il en faut un. Ah, la tradition de l'omelette. Alors, c'est pas difficile. N'oubliez pas que pendant la semaine sainte, il était interdit de manger de la viande, et en particulier les œufs. Donc, les poulets ne s'arrêtent pas de pondre. Et au bout de la semaine sainte, les gens se retrouvaient avec des paniers d'œufs pleins. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils invitaient les voisins, les cousins. On faisait des omelettes. Et c'est pour ça que ça vient de là, le truc d'omelette. Oui, oh là là. Oh là là, que ça accroche. Aïe, aïe, aïe. Table, carcasse. Allez, va cacher, c'est. Voilà. Hop là. Vous avez devant vous l'omelette Qatar. Spécialité citadine. Voilà. Parce que vous avez plus de Qatar, on dit moi. Chez nous, on appelle ça des œufs brouillés. Voilà. Ici, ça appelle ça une omelette Qatar.
terrassés. Les grands ponts de mai marquent le début de la saison. Les parkings se remplissent à vive allure, les tiroirs-caisses aussi. Voilà. Alors 12,20. Alors 6,50. Alors 4 €. Et voilà, merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, monsieur, 7,21 €. C'est bon, là, hein? Yeah. C'est vrai, maintenant, il te faudra aller dans un restaurant pour voir le jackpot, là-bas. Sur la place Marcoux, les cafés affichent complet. Bonjour, all together? Habla curamente, là? Oh, gracias. C'est pas monsieur qui vous invite? Alors attention à vos pieds, jeune homme. Au coin. Je vous mets au coin. C'est tout, je suis complet. Super! Mon mari est de bonne humeur, tout va bien. À nous qu'elle le sourire, tout va bien. Non, ça rigole plus, là. Vous avez commandé? Quand Anouk et Christophe ont repris l'affaire de famille il y a 21 ans, ils étaient 3 restaurants sur la place à se partager la clientèle. Aujourd'hui, ils sont 11 établissements à se livrer bataille. La concurrence est infernale. Chacun essaie d'augmenter la surface de sa terrasse et la mairie a dû tracer des lignes blanches sur le sol pour délimiter les territoires et empêcher les bagarres. Théoriquement, on n'a pas le droit de dépasser la ligne. Regardez. Voilà. Il paraît que parfois il y a des chaises, des tables qui volent. Ah non, c'est une légende. Ça, c'était avant qu'on était jeunes. Maintenant, avec l'âge, on s'agit, on se bat moins. Ça, c'est la réception comme il m'aime très fort, vous voyez. Oui, j'écoute. Au volant de sa voiturette flambant neuve, Daniel le bagagiste fend la foule pour aller chercher les clients du palace au pied des remparts. Une expédition à haut risque qui peut prendre jusqu'à 20 minutes au cœur de l'été. En 25 ans, Daniel n'a jamais eu aucun accident. Mais disons que c'est un métier qui n'est pas vraiment difficile, mais c'est un métier où il faut faire très attention, il faut être très très patient et bon, il faut le faire toujours avec le sourire, hein, parce qu'on gêne, hein, nous sommes avec des véhicules, donc bon, c'est pas évident aussi pour les piétons, pour le tourisme, ils se disent qu'est-ce que font les voitures, mais bon. Bonjour monsieur. Ouais, j'adore. Trop bien. VIP. Ah ouais, carrément. Voilà, et l'été, je sors les banderilles et le drapeau rouge. Hein. Tout se fait à pied à l'intérieur. Hein. Ça me rappelle le Sri Lanka. Donc notre porte, c'est laquelle? Voilà, ça c'est la porte Saint-Nazaire. On y arrive, si vous voulez, vous avez juste un escalier sur votre gauche, ici. Pardon. Oh, merci, pardon. Là, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de monde. Et il y a beaucoup, bien sûr, d'enfants. Et les enfants ont tendance beaucoup à aller d'un côté et de l'autre. Il faut faire très, très attention. Pardon. Pardon. Merci. Voilà. Merci. On va pousser maman un petit peu. Voilà. Merci. Et voici. Carcassonne, c'est aussi un terrain d'exploration autour de la cité. Il y a les vignes que l'on peut parcourir à cheval. On a 7 hectares de Sauvignon blanc, on a du Colombard et on a du Chardonnay. Et en fait, on voit depuis ici la cité de Carcassonne. Et le canal du Midi, classé lui aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO. On est monté de quoi, 3 mètres? Un petit peu plus, ouais. Sandrine, Dominique et leurs 2 enfants, en vacances à l'hôtel de la Cité, ont choisi le calme et la sérénité à 10 minutes des remparts. Et voilà. Je viens à Carcassonne pour la cité, les pierres, l'histoire, les vieilles pierres. Et c'est vrai que découvrir qu'un endroit comme ça, à Carcassonne, je ne connaissais pas le canal ici, là. C'est le contraste entre les pierres, l'eau, la fluidité qui est assez intéressante, quoi. Ah si, on le voit. Ah non, on le voit pas, Moi, à la rigueur, je suis sans voix, je profite. C'est tellement...
C'est tellement à l'opposé de la vie qu'on peut avoir à Paris. Je dirais, il n'y a pas de mots. Juste, j'arrive pas à fermer la bouche tellement je souris. Non, c'est tranquille, super en famille, c'est super. Après 67 ans passés entre les remparts, Guy rêve d'aller explorer le monde. J'irai faire le touriste, j'irai les emmerder comme ils m'ont emmerdé à moi pendant des années. Non mais là tu n'enregistres pas les conneries que je te dis. Hein. Anouk et Christophe pensent sérieusement à une reconversion. Et c'est vrai que c'est dur, ça devient très dur. La concurrence est rude. Autre chose? On va monter un snack bar à New York City, on va vendre du cassoulet là-bas. Les travaux de la courtine du château sont terminés. Mais il y a encore beaucoup à faire. De toute façon, Carcassonne, clairement, quand on aura fini le tour, il faudra recommencer. Philippe a réussi son pari. Il a entièrement rénové son bar à vin en 4 mois et la jeunesse de Carcassonne se déhanche sur la terrasse flambant neuve. Ouais, voilà, maintenant ils peuvent danser dessus et se balader dans le jardin, donc impeccable. C'est reparti pour combien d'années avec ces travaux? Oh, ça on verra, je sais pas. On va pour 25 ans encore? Non, pas 25 ans, non. Après on verra bien. Tout est prêt à Carcassonne pour un nouvel été brûlant. Le feu d'artifice embrasera la cité. Et les touristes du monde entier trouveront sans aucun doute ce qu'ils sont venus chercher: soleil, remparts et cassoulet.